Bienvenue Jean-François Copé. Merci. Je rappelle que vous avez été ministre du budget. Oui. Vous êtes maire de Meaux. Vous êtes présent au Maroc aujourd'hui, à Rabat en particulier. Vous êtes intervenu sur les questions migratoires, sur les flux migratoires, qui constituent un enjeu, me semble-t-il, prioritaire entre l'Union européenne, rive nord, et le Maghreb et le Maroc, rive sud. Quelle est votre position tranchée là-dessus? Est-ce que déjà vous avez une position tranchée là-dessus, sur la gestion de ces flux? Non, d'abord parce que je pense qu'on ne peut pas, sur des sujets aussi complexes, avoir des positions tranchées. Je pense par contre qu'il y a quelques fondamentaux qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Le premier d'entre eux, c'est que quand on parle quand on parle d'immigration, on parle de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et que le premier sujet pour un pays hôte, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que cette immigration soit réussie. Dans les années 20-30 du siècle précédent, il y a eu des vagues migratoires énormes. Et elles étaient plutôt réussies parce qu'on faisait à l'époque ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire l'idée qu'on venait en France et qu'on adhérait complètement aux valeurs de la République, que les traditions, la culture, c'était à la maison, mais que quand on était dans l'espace public, là, on était dans les valeurs de la République. Les choses ont complètement changé aujourd'hui. On est arrivé à un moment où il y a une telle concurrence des valeurs, des histoires, des religions, des mémoires, que tout se brouille, et c'est ça qui rend difficile les parcours de réussite. Donc moi, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, il est de revenir à ces fondamentaux et de voir comment on est capable d'assurer à chacun de ceux qui veut venir un parcours de réussite. Est-ce que Jean-François Copé a évolué sur le sujet, sur la question ces dernières années, entre le fait que lorsque vous étiez aux responsabilités, ou plus hautes responsabilités d'ailleurs, dans l'Hexagone, et puis aujourd'hui? Peut-être que évoluer. J'ai l'impression que voilà, est-ce que vous savez, ça dépend avec sur un quoi. discours beaucoup plus light, beaucoup plus modéré, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus humanisé, si je puis dire. Écoutez, ça signifierait que je n'étais pas humanisé il y a quelques années. Je crois pas. Non, je crois que j'ai toujours eu le même discours, qui était un discours d'équilibre. L'intégration, la France et l'Europe se doivent d'être un territoire, un continent d'accueil. Non, je pense non. C'est pas que ce doit d'être un continent d'accueil. Oui. Doit être un continent qui, lorsqu'il accueille des personnes, a créé les conditions pour que ce soit réussi. Si ça n'est pas réussi, on ne peut pas le faire. Or, il y a des conditions objectives qui ne relèvent pas de l'Europe ou de la France. Il y a évidemment un moment où on ne peut pas, pour des raisons quantitatives, d'organisation, réussir l'intégration de nombres trop importants de personnes. Bon. Donc je pense qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est établir au niveau national, sous une forme ou sous une autre, ce que certains appellent des quotas, c'est-à-dire de voir qui peut Nicolas Sarkozy, réussir. Mais pas seulement, nous sommes très nombreux à penser la même chose. C'est une technique qui, d'ailleurs, une politique qui a été utilisée dans d'autres pays, je pense le Canada par exemple, et qui vise simplement à dire, voilà, on sait que par rapport au profil, par rapport au métier, par rapport à l'expérience, il y a de quoi réussir. Bon, ça c'est sur le plan économique. Et puis par contre, il y a tout ce qui touche au droit d'asile, qui est absolument capital, mais qui nécessite une réponse rapide pour la personne qui le demande. Aujourd'hui, Jean-François Copé, j'ai envie de vous dire, on est au Maroc, on est à Rabat, pays que vous connaissez très bien, le Maroc. Absolument. Ça fait, je crois, 2 fois que vous êtes présent au Maroc sur un 2 mois. Oui, à Casablanca, il n'y a pas pour l'université. Oui, je viens très souvent, vous savez, je suis un ami du Maroc. Vous vous baladez dans les rues de la capitale, Rabat, Casablanca. Ou Marrakech, ou partout. Voilà, vous croisez également des populations africaines qui ont bénéficié ou pas d'ailleurs de la politique migratoire mise en place par le Maroc en 2013. Oui. Donc est-ce qu'on ne demande pas, vous en pensez quoi déjà? Et puis est-ce qu'on ne demande pas aujourd'hui à des pays de la rive sud de faire le boulot, peut-être le sale boulot, ce que ne veut plus faire l'Europe, des choix peut-être sélectifs de certains pays du continent européen, et qui fait qu'aujourd'hui le Maroc se retrouve un petit peu dans l'obligation, entre guillemets, de faire le job. Je ne reprendrai pas votre formule d'abord parce qu'elle. Faire le job. Oui, vous en avez employé une autre qui m'a paru ne pas être adaptée à la situation. Je crois que c'est laquelle? C'est celle que comme vous avez dit, où on demande au Maroc de faire le sale boulot. Moi, je ne reprendrai certainement pas cette formule à mon compte, je vous la laisse. Oui. Mais la bonne formule, c'est tout simplement que nous sommes co-responsables et que nous avons les uns et les autres besoin de travailler ensemble pour essayer de faire en sorte que ces drames humains n'arrivent pas, et que ces filières mafieuses qui organisent l'immigration clandestine dans des conditions qui sont insupportables puissent être démantelées. C'est un travail que nous menons en commun, vous êtes bien placé pour le savoir, entre la France en particulier, mais l'Union européenne en général, et le Maroc, pour prendre l'exemple du Maroc que vous citez, et qui a pour objectif d'essayer de faire en sorte de protéger
toutes ces populations de ces filières mafieuses. C'est un des éléments de la lutte contre l'immigration clandestine. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis ça explique aussi tous les partenariats qui existent avec le Maroc. Ça, c'est pour les réseaux mafieux, effectivement, mais il y a aussi la migration, j'allais dire, naturelle, mécanique, de ces jeunes qui veulent rejoindre l'Europe. Et l'Europe demanderait peut-être au Maroc l'ouverture de centres de détention, de rétention, bref, de pouvoir un petit peu fixer ces populations sur le territoire. Non, mais je crois que c'est pas tout à fait ça l'idée. Il peut y avoir des pays qui acceptent le principe de ce qu'on appelle des hotspots. On l'a fait en Turquie, par exemple, et qui visent, mais c'est financé par l'Europe, à mettre en place des dispositifs qui permettent d'éviter les drames humains sur la Méditerranée. Aucun État n'est obligé de le faire, mais c'est un intérêt. Le Maroc a refusé. C'est un intérêt qui peut être évalué par chaque pays en fonction de ses propres intérêts, de ses propres besoins. En tout cas, le Maroc a refusé. D'ailleurs, il a réexprimé son désir de refuser là-dessus. Moi, je n'ai pas là-dessus d'opinion. Chaque pays doit choisir librement ses choix stratégiques. Ce qui, moi, me paraît important, puisque le vrai sujet de notre table ronde autour de la World Conference Policy, c'est de réfléchir à quelle solution pour l'Europe. Moi, encore une fois, je rappelle qu'il y a derrière tout ça une exaspération de nombreuses populations en Europe face à une situation qui n'est pas bien maîtrisée et qui génère dans les quartiers une vie quotidienne parfois très difficile. Et la montée du populisme aussi, on l'a vu tout dernièrement en Italie. Vous avez tout à fait raison. C'est pas que l'Italie, en fait, plus généralement dans tous les pays, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une espèce de match qui a changé. C'est-à-dire, le clivage initial, il était entre la gauche et la droite traditionnellement, entre les conservateurs et les travaillistes, pour reprendre la formule anglaise. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça, vous voyez bien. Aujourd'hui, c'est parti de gouvernement contre parti extrémiste. Je préfère le mot extrémiste au mot populiste, parce que je pense que c'est plus juste de dire cela. Et en vérité, les extrémistes, ils touchent un électorat qui est exaspéré, et qui ne vote pas pour eux pour qu'ils gouvernent, qui vote pour eux parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et puis de l'autre, il faut que les partis de gouvernement prennent leurs responsabilités et trouvent des solutions. Mais comment vous expliquez qu'il y a ce discours tenu par les extrémistes, vous avez dit, parce qu'en fait vous considérez que c'est les extrémistes et pas des... C'est pas que je le considère, c'est que c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est la définition d'un extrémiste ? C'est quelqu'un qui se nourrit des peurs des gens pour capter leur voix et qui en réalité, ce faisant, prospèrent sur les problèmes et ne veulent pas qu'on trouve de solution. Il y a les partis conservateurs qui le font aussi, de jouer un peu sur les craintes et de surfer un petit peu sur les peurs. Je pense qu'à chaque fois qu'un parti de gouvernement tombe dans ce piège, il perd parce qu'il le fera toujours moins bien que le parti extrémiste. Et donc aujourd'hui, là, c'est comment vous expliquez que des populations entières, en tout cas, il y a un phénomène de fond, arrivent à voter, à mettre un bulletin dans l'urne, simplement lorsque un politique, un extrémiste, parti extrémiste, leur promet de virer et d'expulser les migrants africains. Généralement, c'est une batterie complète de mesures. Si avec celle-là, il y a toutes les autres. Donc, généralement, bien sûr, vous savez comme moi très bien qu'il y a des partis extrémistes qui dérivent dans des approches qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être à caractère raciste, islamophobe, antisémite, antisioniste, enfin tout y passe. Bon, la vérité, c'est que qu'est-ce qui fait que des gens peuvent être amenés à voter pour les extrémistes ? C'est très simple. Il suffit d'aller passer un vrai moment dans un quartier très difficile, en banlieue lyonnaise, en banlieue marseillaise, en banlieue parisienne, pour comprendre la réalité de l'exaspération qui conduit... Vous la comprenez, vous, cette exaspération ? Moi, je suis maire de Meaux. Et donc, j'ai vu concrètement, quand j'ai été élu, les tensions qui existaient. Il se trouve que ces tensions, je suis parvenu à les apaiser. Entre Français de souche et Français de confession, de culture musulmane ? Moi, je déteste cette formule, qui est d'ailleurs une formule qui appartient à l'extrême droite. Et que quand on nomme pas les choses, parce qu'il faut arriver à nommer les choses aussi, c'est peut-être pour ça que... Je ne crois pas que ce soit comme cela qu'on les nomme. Je pense que la bonne manière de faire, c'est de parler, si on doit parler de cela, de dire si l'on est français d'origine immigrée récente ou pas. Voilà. La notion de souche est une notion qui est typiquement d'extrême droite. C'est vrai ? Bien sûr. Dans la grande tradition française de l'extrême droite que vous pourrez retrouver facilement dans les textes des théoriciens d'époque ancienne et qu'on espère ne pas voir revenir. Immigrés ou français non immigrés, en fait. Non, c'est français d'origine immigrée récente ou moins récente. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que vous catégorisez les populations. En tout cas, je préfère dire ça que français de souche, qui me paraît strictement rien vouloir dire. Voilà. Alors, je reviens donc à mon idée. Ce qui me paraît très important surtout, c'est qu'on essaye de comprendre ce qui peut conduire à cette exaspération. Elle est réelle et elle a trait au fait que des gens viennent imposer sur le terrain des rapports de force par leur nom, par leur manière de vivre, par le port du voile. Par exemple, ça a surtout été le sujet de la burqa, qui est un sujet très lourd qui dépassait la simple question du signe religieux, puisque c'était le masque intégral et le déni d'identité pour les femmes. Mais au-delà de cela, je pense que ce sont des situations
de la vie quotidienne, qui en réalité passe jamais au journal télévisé, mais qui exaspère les gens et qui leur donne le sentiment d'être des abandonnés de la République. Et je pense que la meilleure réponse qu'on puisse faire, en tout cas moi j'ai vu que ça pouvait vraiment réussir à Meaux, la ville dont je suis le maire, c'est de déghettoiser, de casser les tours, de mettre de la sécurité, de mettre de la mixité sociale, de faire en sorte que les gens se côtoient en sachant qu'ils doivent se respecter parce que la loi de la République est là, parce qu'il y a des forces de l'ordre, parce qu'il y a des partenariats, parce qu'il y a des droits et des devoirs. Ça change tout. Et là, à ce moment-là, on n'est plus dans le même quartier. Donc le vivre ensemble est possible, bien sûr, mais à condition que les règles soient respectées, qu'on sache bien qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs, et que si on ne les respecte pas, forcément, on est sanctionné. Oui, parce qu'on a l'impression que la situation se dégrade, que ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Ça dépend des endroits. Là où à Meaux, ça se passe bien. Non, mais ce que chez je vous, veux ça dire, se passe. Oui. Écoutez, ça se passe bien. Je note quoi? La délinquance a baissé. Je note que le Front National a vu ses scores baisser. Je note que globalement, il y a un apaisement parce que petit à petit, les gens comprennent qu'on ne lâche rien sur le respect des uns et des autres. C'est loin d'être parfait. D'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais on voit bien que des indicateurs de tension élevés ont baissé entre les gens, qu'ils acceptent de se parler, de s'écouter, de se respecter, parce qu'ils ont plus peur les uns des autres. Et ça, c'est à mes yeux quelque chose de majeur. Et si on l'élargit à l'Hexagone et partout, à l'Europe, partout quand on voit le score du Front National, non, mais partout cela s'est fait, ça a marché. Si vous allez à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, si vous allez à Sartrouville, si vous allez à Antony, vous ne voyez plus la même ville que ce qui a existé il y a 20 ans avec des quartiers qui étaient complètement livrés à eux-mêmes. C'est en cela que je dis, la politique de la ville, ça marche. La politique, ça peut servir à quelque chose. Mais à une condition, c'est qu'on lâche pas l'affaire. C'est qu'on ne laisse pas libre cours à tous les clichés, à toutes les bêtises, et qu'on se dise les choses sans langue de bois, mais en même temps sans excès. Et si tout à l'heure, je me suis permis, amicalement bien sûr, de vous reprendre sur la formule de Français de souche, c'est parce que c'est typiquement la formule d'irritant qui ne veut strictement rien dire. C'est pourquoi j'ai exprimé volontairement cette formule, parce que pendant très longtemps, dans le discours politique en France, on nommait pas les choses. Mais je vois et pas quand on nomme pas les choses, on nomme pas les gens. Donc ça laissait. Je vois pas en quoi on se sent fier de soi en ayant nommé quelque chose, en utilisant une formule qui, à mes yeux, est impropre. Voilà. C'est parce que après, ça veut dire à partir de combien de générations on est dans la souche ou on n'y est pas. Et là, on n'a pas fini de s'amuser. Moi, je préfère parler de gens qui sont d'une génération, deux générations, de ceux qui sont un petit peu plus anciens, sans remonter à l'Ancien Régime, à Louis XIV, et qui pour autant ont intégré, assimilé des valeurs qui correspondent à la République française, sachant que moi, mon souhait, c'est que toute personne, dès lors qu'il arrive en France, qu'il s'installe en France, sache qu'il est arrivé et qu'à ce titre, il est lui aussi dépositaire des valeurs de la République française. Dernière petite question, Jean-François Copé, on est à quelques semaines des élections européennes. Quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Quelle que soit sa croyance. Exactement. Et sa tenue vestimentaire sur la voie publique. Oui, bien sûr, oui. Mais vous pensez par rapport à l'histoire du voile mais non, mais vous savez, l'histoire du voile... l'histoire du voile ou autre, c'est pas le problème. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, je faisais une différence totale entre la burqa qui est un masque intégral et le voile. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux comprendre qu'on soit hostile au voile, mais dans l'espace public, il n'y a pas de loi qui permette d'interdire les signes religieux. On s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut. En revanche, sauf si c'est une burqa, parce que là, c'est un masque intégral. La burqa, voilà. Mais en revanche, une fixation sur la burqa. Non, mais c'est parce que c'est important de distinguer. Vous savez, les gens font des amalgames. Donc moi, je fais toujours très attention à décortiquer les problèmes parce que c'est comme ça qu'arrivent justement les amalgames. Le deuxième point, c'est que par contre, je suis très attaché au respect de la laïcité dans notamment les établissements publics, en particulier dans les écoles. Voilà. On est à quelques semaines des élections européennes. Yes. Beaucoup de pronostics. Le populisme va arriver en tête aux élections. Vous en pensez quoi, vous? On va attendre de voir. Oui. On va attendre de voir. Vous voulez pas spéculer là-dessus? Jamais. Parce qu'on est très attentifs, nous, du Maroc, là-dessus. On se dit, voilà, effectivement, bien raison, mais on l'est aussi. On a une communauté marocaine résidente à l'étranger qui est importante en France, importante en Belgique, importante en Espagne, importante en Allemagne également. Donc on est très attentifs à ce qui se passe la montée des ressortissants marocains. La montée des extrémistes, elle est malheureusement dans toute l'Europe. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un rapport de force qui est très, très dur. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau européen, il va bien falloir que nos responsables politiques, que ce soit au niveau de la Commission, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, intègrent que désormais, si on veut éviter la montée des extrémistes, la prise du pouvoir par les extrémistes, alors il va vraiment falloir que tout ce qu'on vient d'évoquer là soit traité avec la fermeté qui s'impose. Et aider beaucoup plus les pays de la rive sud de la Méditerranée, comme le Maroc. C'est un des volets. Mais il faut pas dire aider, parce que c'est plus que ça. Accompagner, moi, ce que j'aime, c'est... Vous savez, on a beaucoup de challenges et beaucoup de défis au Maroc aussi. On a le chômage des jeunes extrêmement important. Ce que je crois, c'est que c'est la formule de co-développement qui est intéressante. C'est-à-dire l'idée qu'on fait pas... C'est pas unilatéral. C'est un partage des tâches, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire de la co-traitance, pas de la sous-traitance.
La co-traitance, oui. Oui, non, mais voilà. Bien sûr. C'est ça. Pas de la sous-traitance. Voilà, de la co-traitance, Ah non oui. pas de la sous-traitance. Ah, pardon, Parce que, excusez-moi. voilà, Excusez-moi. c'est Oui, pendant bien très longtemps, sûr. vous avez fait de la Donc, on est sous-traitance, d'accord. et là, on est passé à la co-traitance. Enfin, écoutez, je vous propose de. C'est un autre sujet. C'est un autre Il sujet, faudra notre faire débat. revenir. Juste, Jean-François Copé, politiquement, il devient quoi? Maire de Meaux, député maire de Meaux? Oui, enfin pas député, Oui, puisque maire de comme vous Meaux. le savez, on ne peut plus être maire et député. J'ai choisi de garder ma mairie, Oui. donc d'abandonner l'Assemblée nationale. J'exerce par ailleurs mon métier d'avocat, donc un peu au calme par rapport à l'hyperactivité de politique nationale que j'ai eue pendant de nombreuses années. Oui. Ça permet de réfléchir, de penser. Votre épouse doit être contente, d'ailleurs, elle voit plus souvent à la maison. Comment? Votre épouse doit être contente, elle voit plus souvent à la maison parce qu'elle est derrière. Et je la salue. Et donc, prétention, pas de prétention dans un avenir proche de revenir un petit peu aux responsabilités, Jean-François Copé? Écoutez, vous savez, je crois que chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Non, Voilà. c'est pas le sujet du C'est pas le sujet du jour. Merci en tout cas. Le sujet du jour, hier, c'était vous. Vous êtes intervenu tout à l'heure sur le multiculturalisme. Absolument. Voilà, et on a débattu pendant 26 minutes. Oh, mais on aurait pu faire 2 heures encore. Hein. Merci C'est en des tout cas à sujets vous, difficiles. Jean-François Copé. À bientôt. Et belle journée. Au revoir.